Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV également, lendemain de défaite. On commence à s'habituer à toutes ces défaites en ce moment. Défaite face à Nantes, 3-2. On en parlera dans le décrassage en première partie. Rudy Garcia invirable. On va se poser cette question, on va tenter d'y répondre. Ça sera le gros débat. Mes invités du jour, ils sont là. Il est là de retour. Ludovic Lecchese. Comment vas-tu, Ludo ? Ça va impeccable, Ben, tout va bien. Merci encore de l'invitation. Toujours ravi d'être parmi vous avec Mourad et puis un nouveau collègue Adam. Donc, exactement. Mourad est avec nous. Voilà. C'est bon, tu peux passer à la suite, ça va. Bah non. Ne me demande pas si ça va. Voilà. Adam Lablack est avec nous également, un nouveau dans cette émission. Merci d'être avec nous. Merci surtout de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de venir partager ce moment avec vous et ce débat qui s'annonce... joyeux. Voilà. Dans la joie, dans la bonne humeur. Je vais juste te présenter en quelques mots. Tu es scénariste, acteur, producteur dans le cinéma. Ouais. C'est ça à peu près. C'est bien ça. Et distributeur de films. Et distributeur aussi. Distributeur de films. Et super-héros à tes heures perdues. C'est pour ceux qui trouveront la référence. Voilà, on laisse les gens chercher. C'est ça, c'est la nuit quand il te reste du temps. On va avoir besoin de super-héros à l'Olympique de Marseille pour nous sortir de là. On en parle tout de suite de ce match, de cette défaite de l'Olympique de Marseille. C'est tout de suite le décrassage. Messieurs, l'Olympique de Marseille a fait une bonne première mi-temps ou pas ? Ah ouais, première mi-temps exceptionnelle. Première mi-temps exceptionnelle, là c'est bon. Attends, on a marqué 2 buts et tout. Putain, là c'est même plus de haute volée, là c'est de guardiolesque. Défaite de l'Olympique de Marseille, 3-2 face à Nantes. C'est le décrassage, l'analyse à froid. Tu commences, qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi, Je retiens hier qu'on a fait, pour moi, un match à l'image de la saison olympique de Marseille depuis ce début d'année. On va dire, on alternait le bon et le très mauvais. On s'aperçoit que tactiquement, aujourd'hui, de changer de schéma tous les matchs, certains joueurs n'ont plus de repères. Il prend des joueurs, on en parlera après, comme Camara, le faire jouer à gauche. On parlera de Mandanda qui, je pense, depuis qu'il est revenu à l'OM, n'a plus fait un match déterminant. Et au-delà de ça, ce qui me gêne surtout, c'est que moi qui étais d'un bon niveau amateur, mais on le sait, quand tu marques un but, d'être vigilant dans les 5 minutes qui suivent. Et on a pris des pions tout de suite. Donc voilà, c'est un gros point noir. Je pense qu'il y a des joueurs qui jouent, mais moi je pense qu'il y a certains joueurs qui ne sont plus dans le discours de Garcia. On en parlera tout à l'heure parce que c'est le débat. Mais ça se voit dans les attitudes qu'il y a des mecs, quand tu vois un Luis Gustavo hier qui était énervé tout le match, il y a de quoi se poser de grosses questions. Adam, qu'est-ce que tu retiens de cette défaite de l'Olympique de Marseille ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la pauvreté au niveau créatif. Et j'ai vraiment eu le sentiment, dès l'entame du match, d'avoir une équipe coupée en deux, avec vraiment les 3 attaquants très isolés devant. Et dès les premières minutes, ça balançait de longs ballons devant, alors qu'on n'est pas une équipe qui est habituée à jouer un jeu forcément très direct. Et j'ai eu le sentiment que c'était par défaut, dans le sens où les transitions au milieu de terrain ne se faisaient pas. Dès que les milieux touchaient la balle, ils revenaient souvent derrière par rapport au pressing nantais. Les défenseurs revenaient sur Mandanda, qui dégageait comme il pouvait. En fait, on a été très pris par le pressing. Et ça m'a quand même donné l'impression que dès qu'il nous manque, mine de rien, un Payet ou un Lopez, qui sont capables de venir décrocher pour chercher la balle, même si parfois on peut reprocher à Payet de descendre très bas, etc. Mais dès qu'il n'y a pas l'un de ces deux joueurs au moins, il manque une fluidité incroyable. Il n'y a rien dans la relance en fait, tu ne peux pas trouver de... Il n'y a rien dans la relance. Donc tu balances un long ballon. Bon. Et heureusement que Rolando a eu la prise d'initiative de casser les lignes. Et c'est le meilleur dans la relance, même en début de match. Il y a un moment, il fait une passe longue, je me suis dit, waouh, c'est Rolando qui a fait ça, merde, ça m'a surpris. Mais ouais. Mourad, Bon, en fait, j'ai même pas envie de parler du match. Mais en fait, hier, j'étais chez nos amis du Tarpambien qu'on salue pour faire le live du match. Et à la fin, donc, ils passent le best-of du live. Donc, on regarde le match quand on est là-bas et on réagit. Et en fait, je me suis regardé, je me suis dit, waouh, putain, je suis blasé, vraiment. Hein. Je suis vraiment blasé devant les matchs de l'OM, je me voyais. Et quand on marque, je me célèbre même pas. Je dis...
C'est bien, bon on va attendre et puis après on prend un but, je célèbre, je suis pas énervé, je me dis ah ouais on a pris un but. En fait c'est le manque de passion que j'ai et vraiment parce qu'on va se dire oui moi une fois j'ai fait faire à ma copine 200 km en stop pour aller voir OM Nantes au fin fond de l'Argentine. Je lui ai dit non mais il faut absolument pas que je rate OM Nantes. J'ai fait des trucs pour l'Olympique de Marseille, ma vie elle tourne autour de l'Olympique de Marseille. Maintenant on perd, je me dis ouais, on marque un but, je me dis attends, on va en prendre un. Ouais, c'est bien. Là, on est dans les temps. C'est zéro surprise, zéro passion. C'est l'OM actuel. Ton fait du match? Ouais, mon fait du match, c'est le manque d'agressivité en état d'ancien défenseur. Sur le deuxième but, parce que tout le monde a félicité Renaud sa prestation. Pour moi, il est pour lui le deuxième, c'est-à-dire qu'il saute juste pour sauter, alors qu'il faut de la détermination dans la surface. Puisque le ballon, si tu regardes bien le ralenti, il est à 30 cm de sa tête. Il perd un duel tout simplement, il se fait manger, il se fait bouger par Salah. Salah, mais au-delà de ça, donc, dans la continuité, tu as Salah qui fait super amorti. Mais après, il fait une passe, on n'a aucune agressivité sur lui pour essayer de lui récupérer le ballon. Et puis après, il ne faut pas de Mandanda, quoi. À un moment donné, il fait 300 kilos, c'est possible. On a critiqué Yohan Pelé. On n'a dit pas le physique. Non, mais à un moment donné, il est sur ses appuis. Je veux dire, un gardien tonique, il la sort. Parce que le ballon, tu vois bien, il y a Camara qui fait une ping de kung-fu. Ouais. Bon, peut-être qu'il le gêne, mais après, sur la vivacité en tant que gardien de but. Il fait un truc, il fait un peu la carte. Après, il fait ce qu'il peut. Moi, je n'accrémine pas Camara là-dessus. Il donne vraiment tout ce qu'il a. Est-ce que vous avez un autre fait de match à me proposer, Adam? Alors, c'est un peu le même, mais moi, l'image qui m'a marqué, au-delà du duel perdu de Rolando, c'est quand on voit le ralenti et qu'on voit que finalement Salah est au milieu de Rolando, Rami, Gustavo, Strootman. Et c'est une image qui représentait la saison pour moi. C'est la faillite un peu des cadres dans des moments où on a besoin d'eux. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que les 4 sont responsables, mais ils sont 4 autour de lui, il s'en sort. Il fait une passe D sur un mec qui est tout seul. Et c'est complémentaire avec ce que racontait Ludo, c'est-à-dire que c'est aussi le manque d'agressivité, faillite des cadres. Et puis, ouais, voilà. T'as quelque chose à rajouter? T'as un autre fait de... J'ai envie de parler de la différence entre la première mi-temps où, mine de rien, tu essayes quand même de jouer un petit peu, la seconde mi-temps où tu n'arrives plus à rien faire du tout et que c'est assez ridicule. Voilà, bon, c'est faillite mentale. Mais je sais pas, mais ils ont bien résumé. On va rester sur ce qu'ils ont dit. L'échauffement de Rolando, non, peut-être de Rolando de Mitroglou. Non, peut-être, vous l'avez pas vu? Je l'ai vu, mais il n'existe pas, en fait. Si j'ai envie de me lever et de le mimer, mais à un moment donné, Mitroglou... Je veux dire, les mains dans les bras croisés. Les bras croisés, c'est une horreur. C'est une belle préparation. C'est pas la première fois aussi que ça arrive, parce que c'est que le FC Costas va nous dire ouais mais regardez Germain il était nul. Oui, Germain il était nul, mais Mitroglou il est nul aussi et voilà. Avec le FC Costas il faut arrêter là. À un moment donné, vite qu'on l'envoie en Grèce ou s'il a une cote en Grèce. De toute façon, là clairement il y est plus du tout. Voilà. Je veux dire, quand tu vois des images comme ça, tu te dis que le mec il a plus du tout envie de jouer. Ici. C'est un troll, Costas. Man and merguez of the match. Qui veut commencer? Man of the match, Adam. Man of the match, j'ai envie de dire Ocampos. Ces derniers temps, je lui reprochais beaucoup le manque d'efficacité qu'on lui connaît, malgré sa grinta et son envie incroyable. Mais finalement, à partir du moment où il a été bien servi, et pas juste envoyé comme souvent au casse-pipe en solo le long de la ligne de touche, où chaque fois, des fois, il est obligé de revenir. Et puis, on a un peu joué sur son côté en plus pour une fois. Parce que c'est pour ça qu'on dit Camara, il a été nul. Mais mine de rien, habituellement, le jeu ne passe jamais à gauche. Donc là, il est un peu passé à gauche, il a été un peu servi. Et comme tu dis, après, tu trouves pas qu'il s'est éteint aussi au fil de la seconde période? Il s'est éteint au fur et à mesure. Mais finalement, c'est tellement difficile de trouver quelqu'un qui ressortait du lot que j'ai juste envie de dire, voilà, au moins, quand il a été bien servi, il a pu faire la différence. Et très intelligent, sa passe décisive aussi, parce que logiquement, tout le monde aurait centré au premier poteau. Et là, il la met bien en retrait, il regarde bien. Ce qu'on lui reproche aussi beaucoup, c'est de courir et après de faire ce qu'il peut avec ses pieds. Mais là, il a bien réfléchi. Ludo, t'as un man of the match? Moi, le man of the match, moi, je vais quand même parler d'un joueur qui trouve qu'il fait ses matchs, mais qui est trop seul, parce que c'est Sanson, parce qu'il a quand même été déterminant sur le premier but, il est bien positionné, il a essayé de faire de bonnes choses. Mais derrière, il était trop seul, trop désolé, puisque je suis d'accord quand Mourad parlait de l'absence de Payet ou Adam, je ne sais plus, mais c'est clair que Sanson c'est quand même un bon joueur. Et puis après, moi, pour ma merguez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Mandanda, quoi. Et aussi Rami qui a fait un match catastrophique. Rami, il a été en grosse difficulté. Vous avez une autre merguez?
Ah, mais il y a même moi, j'ai même pas donné mon man of the match. Tu me demandes même pas. C'était Ocampos aussi, non? Non, moi j'ai envie de le donner à Gustavo qui, pour moi, il fait ce qu'il dit. Alors il y a certaines personnes qui lui reprochent. Enfin, j'ai vu que les avis étaient partagés sur sa prestation. Il faudrait peut-être que je revoie le match dans un cadre un peu plus calme. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait envie, Au moins, il met la bonne agressivité. Voilà. En fait, il dit il faut en faire plus. Il essaye d'en faire plus. Alors après, il essaye peut-être d'en faire trop parce qu'il veut aller devant, derrière. Il y a peut-être des trous sur des trucs. Mais au moins, vu que pour moi, le problème c'est mental, vu que Garcia ne met que du mental dans ses équipes. Donc lui, au moins au niveau mental, il prouve qu'il est là et sa prestation fait écho à sa conférence de presse, même si tout n'est pas réussi. Allez, Merguez, enchaîne. Bah, c'est Adil, hein. Adilou, il est au-dessus du soleil, quoi. Même si j'ai bien envie de... C'est vrai que, tu vois, Mandanda, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Mandanda... Tu vois, il y a une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Sad Eyes, Lady of the Lowland. Je pense que je vais l'appeler comme ça maintenant, tu vois, Sad Eyes. Tu vois, après les buts, quand tu fais... C'est les Sad Eyes, tu vois, c'est ça spécial. Et bon, mais franchement, Rami, après, il y a un moment... tu vois, il est dans l'esbrouf. J'ai l'impression que maintenant, il est dans l'esbrouf. Genre, il dit, regardez, je vais me montrer que je suis costaud, et il va au duel, il va au duel de la tête, donc il en gagne. Il gagne 6 duels aériens hier sur le match, donc il en gagne quelques-uns, mais les duels importants, il les perd par contre. Ou il les dispute pas, c'est-à-dire que Salah, qui est dans son dos, il saute, il lui laisse 1 mètre de distance pour ajuster sa tête, parce qu'on sait que Salah, son point fort, c'est pas le jeu de tête. Donc il y a ça. Ensuite, sur le second but, il manque d'agressivité aussi pour moi, parce que je suis complètement d'accord, Rolando, c'est le premier fautif. Second fautif, c'est Rami qui est en mode alerte à Malibu. Et puis sur le troisième but aussi, je sais pas, il est là-bas, il est parti. Donc là, Rami, il est vraiment très mauvais et il fait de l'esbrouf en allant gagner des duels aériens contre des mecs d'1m50. À un moment, il faut que tu muselles ton attaquant, il faut que tu rassures ta défense. Sa défense, elle a encore pris 3 buts, c'est notre taulier, il est mauvais. Tu as une Merguez? Ouais, pour moi, c'était Bounassar qui s'est fait manger sur toute la première mi-temps déjà par Lucas Lima. Aussi. Ça a duré une mi-temps. Quand tu sens que tu es en difficulté en latéral, en plus Ludo, si tu as joué à ce poste, tu peux confirmer. Tu es prudent quand même sur la seconde mi-temps quand tu sens que tu n'es pas dans ton match. Et alors sur le but, sur le troisième, c'est très grave en fait. Il se fait complètement dépasser. À ce moment-là, fais une faute. Pousse-le, prends un carton jaune, mais ne le laisse pas partir seul au but. Ce que dit Adam, tout à fait d'accord. Puisque tu m'envoies une perche, c'est clair. Mais Bounassar, moi je le dis, aujourd'hui, ce n'est pas un latéral droit. Il n'y a que Rudy Garcia qui le voit latéral droit. Aujourd'hui, pour moi, il a fait des bons matchs, mais il n'a pas l'agressivité d'un défenseur. Il est aux portes de l'équipe de France. Ouais, mais pour l'équipe de France, il est loin d'un niveau. Enfin, je veux dire, il a vraiment fait des bons matchs quand même. On peut pas tout effacer. C'est pour ça que son match d'hier, il est encore plus décevant. C'est un mauvais joueur. Je vous dis simplement que Bounassar n'est pas un latéral droit. Il est latéral droit par défaut. Moi, entraîneur, je préfère un Sakai qui va être beaucoup plus sur l'esprit défensif. Je peux te dire que Sakai, le but d'hier, le troisième, tu le prends pas. Il l'aurait envoyé en l'air, il l'aurait poussé. Tandis que, et tu vois le positionnement des bras, puisque tu parlais de Lucien Favre à Dortmund, qui travaille beaucoup là-dessus, tu me disais, c'est exactement ça. Il peut le pousser, il peut le bousculer. Non, là, il y va juste pour y aller. Et puis tu vois, c'est un garçon qui n'a pas cette expérience au niveau de l'agressivité. Par contre, tu ne peux pas lui reprocher après au niveau offensif que même si hier il fait rien quoi. Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est que Sakai c'est un arrière droit plus traditionnel. Voilà. Mais pour moi, Bounassar, ça peut être un arrière droit moderne, un arrière droit qui est plus. Dans un schéma 3-5-2, mais pas dans un schéma 4. On passe tout de suite au gros débat. Garcia, hashtag, on est sur les hashtags en ce moment. Et le hashtag qui était en, comment on dit, en trend. Comment on dit je sais pas, enfin sur Twitter. Bon, sur Twitter, en TT, c'est ça Qui était en TT sur Twitter, c'était quoi? C'était hashtag Garcia démission quand même. Allez, on en parle. Allez messieurs, en TT hier soir, après le match, a été la déferlante. Hashtag Garcia démission. Bon, on le sait, nous ici, Garcia est invirable, quasiment invirable. Donc on va en parler, on va tenter d'expliquer pourquoi, de savoir si vraiment il est sur un siège éjectable à l'Olympique de Marseille. Mais d'abord, moi j'ai beaucoup entendu ces derniers temps dirigeants, entraîneurs de l'Olympique de Marseille nous dire: ne cédez pas au catastrophisme,
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut y céder au catastrophisme? Mais non, on va attendre. C'était quoi alors? Il y avait la fin du mercato, la fin de la première saison, la fin de l'autre deuxième mercato, du coup. Après, la fin de Balotelli, la fin des maillots Puma, la fin de la 3e, 25e saison, la sortie des nouveaux épisodes de Game of Thrones. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a pas mal de trucs, je sais pas, tu vois. Nous, on sait pas. Et puis, l'action Apple, elle est descendue là, donc on va attendre un petit peu qu'elle remonte. Et puis après, Garcia, il va remonter. Il est comme l'action Apple, Garcia. Est-ce que tu cèdes au catastrophisme, toi, ou est-ce que tu dis, et c'est vrai, regarde, on est à 3 points du podium. Mais voilà, moi je pense que Garcia a beaucoup de chance, parce que finalement, qu'est-ce qu'il va dire, puisqu'il a déjà dit de ne pas répondre à l'euphorie si on a gagné contre Reims. Donc finalement, on n'est pas dans l'euphorie puisqu'on perd contre Reims. Mais contre Nantes, pardon, et on fait match nul contre Reims. C'est vrai, t'imagines un petit peu l'euphorie aujourd'hui, si hier. Mais si tu veux gagner Reims, t'es seul second du championnat. Et tu joues le titre. Hein. Voilà. Donc je pense que malgré tout, il a beaucoup de chance, cet homme. Par contre, la semaine prochaine va être une journée déterminante. Si par contre on fait un mauvais résultat à Saint-Etienne, et je pense qu'on va le faire, puisque Saint-Etienne va montrer beaucoup d'agressivité, puisque hier contre Bordeaux, ils ont eu la sensation, pareil, ils perdent le match à la 92e minute, donc une grosse frustration. Je pense que pour Bordeaux, notre prochain adversaire après Saint-Etienne en plus. Donc je pense sincèrement qu'il a beaucoup de chance, et pour répondre à ta question initiale, à mon avis, si il enchaîne 2 contre-performances, ça va chauffer pour lui dès la reprise. C'est la catastrophe, Adam, aujourd'hui, la situation de l'Olympique de Marseille? Pour moi, oui. Entre l'Europa League, où déjà c'est un désastre en soi, et le championnat, je crois qu'on est à 10 défaites en 21 matchs. C'est ça. Pour moi, la stat parle d'elle-même. Mais on est troisième. On est à 3 points du podium. Dans un championnat où on devrait déjà être deuxième avec 4-5 points d'avance peut-être. Mais c'est ça en fait, c'est pour ça que nous, supporters, journalistes, on peut peut-être être dans le catastrophisme parce qu'on voit autre chose que les résultats. Mais est-ce que notre président voit autre chose que les résultats? Lui, il doit se dire, c'est pas génial, mais c'est pas la catastrophe. On est à 3 points du podium. Donc je pense que malheureusement, c'est ça la situation actuelle. C'est que nous, on souffre. Enfin, moi maintenant, je souffre même plus. C'est indifférence totale. Vraiment, je suis revenu au niveau Mitchell là. Je me dis, c'est pas mal. Mais donc nous, on souffre. Mais eux, ils se disent, on est à 3 points. Et même si on est tout pourri toute la saison, mais qu'on finit sur le podium tant qu'il est atteignable, on ne sera pas dans le catastrophisme. Je crois qu'on aura un PowerPoint avant Noël pour nous expliquer que tout est encore jouable. Non, il a perdu les identifiants Twitter, donc je crois qu'il a aussi perdu les identifiants de la suite Office, donc là, compliqué. C'est problématique. Non. Alors, est-ce que Garcia, donc ce fameux hashtag Garcia démission, est-ce que tu penses que... Ça, il faut que les gens comprennent que Garcia... Attends, c'est pas toi que je pose la question. Mais juste un truc, parce que Garcia démission, c'est impossible. Je pense que c'est le genre de mec qui va te dire, qui va jamais de la vie, il va démissionner, et il est dans l'optique... Comme il nous l'a dit à Rome, plus c'est dur, plus j'aime ça. Il va se dire, il faut pas que je baisse les armes. C'est un truc de l'âge, tout ça, machin. Il va se dire, moi je veux bosser jusqu'au bout. Enfin à Rome, pendant des semaines et des semaines, les mecs voulaient qu'il démissionne. Il a pas démissionné. Lui, il démissionne pas. Garcia démission, c'est pas possible. Adam, est-ce que c'est possible de continuer comme ça? Non, déjà c'est... Ou est-ce que toi tu... Non, pour moi c'est impossible. Maintenant, quand tu dis comme ça, c'est avec Garcia. Hein. Avec Garcia. Maintenant, je me dis, au niveau de la direction, je pense qu'en fait, je présume, hein, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais je pense qu'Hérault et Macourt vont commencer à avoir des visions différentes. Hérault, je pense qu'il est dans le confort avec Garcia. Il se dit qu'il n'a pas de pression, il n'a pas envie de gérer une situation de crise, un nouvel entraîneur avec tout ce que ça peut impliquer. Mais connaissant un peu les Américains, Macourt, je pense qu'il va vouloir des résultats. Je pense que Macourt, il ne sera pas dans une optique de si on est 3e à la dernière journée, ça passe. C'est un résultat, tu vois. Macourt, est-ce qu'il ne va pas avoir... tu penses qu'il peut attendre jusqu'à la fin de la saison comme ça? Non, je pense que Macourt peut... Ou avant... Que Hérault ne le ferait jamais, mais que Macourt peut intervenir si vraiment ça continue comme ça, avant la fin de saison. Mais tu ne penses pas que justement l'intermédiaire principal de Macourt, c'est Hérault, que Hérault va lui faire une présentation PowerPoint, il va lui dire, bon ben voilà, en décembre, tu vois, s'il y a même, disons, 5-6 points avec le podium, est-ce que Macourt, Macourt qui n'est pas dans le foot à la base, tu vois, c'est même pas un reproche que je lui fais, c'est, voilà, est-ce que lui, il va se dire, il va pas plutôt acheter les arguments, en quelque sorte, parce que là, je parle en franglish, tu vois, to boy, et d'acheter les arguments d'Hérault qui va lui dire, bah voilà, on n'est qu'à 6 points de la 3e place, c'est toujours jouable, c'est l'objectif, Macourt, il veut l'objectif Champions League, non? Pour moi, à 6 points, il n'interviendra pas encore.
Vraiment. Voilà. Ouais, En fait, c'est ça la clé. Comme ça, Ludo. Non, moi, Avec Garcia. Très concrètement, aujourd'hui, bon, déjà, Garcia ne démissionnera jamais, puisqu'après, il y a une histoire de gros sous. Il ne faut pas oublier qu'il y a le mois dernier, ça fait 3 semaines qu'il a re-signé sur 2 ans. Donc, je pense qu'il a une confiance totale des dirigeants. Mourad dit que McCourt est l'américaine, mais il faut le virer ou pas il a donné son aval, mais le virer aujourd'hui, très concrètement, s'il ne démissionne pas, est-ce qu'il faut le virer? Moi aujourd'hui, je peux te dire que tu ne peux pas virer un entraîneur qui a 3 points du podium. Par contre, si en janvier-février, tu te retrouves à 10-11 points du podium, là je pense qu'il aura de gros soucis. Mais à ce jour, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, le 6 décembre, est-ce qu'on vire Garcia? Parce qu'aujourd'hui... Et si tu prends une trempe à Saint-Etienne ce week-end, mais tu prends une trempe que tu à 6 points En fait, voilà, c'est ça la clé. La clé, c'est à combien de points du podium tu seras. Tu vois, par rapport aux mêmes arguments d'Adam qui sont vraiment, je pense qu'ils sont vraiment bons, il faut à combien de points tu seras du podium en décembre, parce que tu vas pas le virer avant décembre. Et si c'est vraiment, là, t'es vraiment décroché de la course au podium, peut-être que ça peut enclencher une réaction de McCourt. Mais il faut que tu sois vraiment décroché. Moi, je vous dis tu l'es pas. Ça se jouera, je vous le dis, ça se jouera, peu importe les 2 résultats que tu vas faire d'ici la fin de l'année. Moi, je pense que si on est encore dans le dur en janvier-février, là, il se passera quelque chose. Quand on entend les joueurs parler, aujourd'hui, on sent clairement que dans le vestiaire, ça commence à puer un peu. On voit aussi le management de Rudy Garcia, il s'en sort pas clairement dans ses composites d'équipe, il essaie de piquer les joueurs, ça marche pas non plus. Mourad, tu sens toi capable aujourd'hui de s'en sortir, Garcia, avec ce groupe-là? Je sais pas, on est dans une situation inédite à l'Olympique de Marseille où tu fais toute totale confiance à l'entraîneur. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Donc moi je le sens pas s'en sortir, mais en même temps j'ai jamais vu un coach avec autant de facilité. J'en ai vu des coachs à l'étranger, vu que je suis le championnat ukrainien, Lucescu, voilà, au Shakhtar Donetsk, qui pouvait faire ce qu'il voulait, mais c'était Lucescu. C'était un mec qui avait créé l'histoire du club et qui était rarement dans des situations comme celle-ci. Donc j'en sais rien. Après, moi je m'imagine... Non, en fait, si, pour répondre plus facilement, puisque je me suis un peu embrouillé, si il gagne 3 ou 4 matchs contre des Amiens, Dijon, etc., machin... Mais ils y sont pas là, ces matchs-là, il les a plus. Jusqu'en décembre, ils y sont plus. Donc, la première variante, c'est combien de points du podium tu seras à la trêve. Et ensuite, si t'es pas trop loin et que tu t'enchaînes une série de victoires... contre des petites équipes, tu peux revenir au podium parce que tes concurrents, c'est pas les mecs les plus solides du monde. Et puis, voilà, il peut s'en sortir comme ça. Changer d'entraîneur, il y a aussi un risque, Adam. Il y a toujours un risque, et surtout, en plein milieu d'année, qui on est capable de ramener? Parce que, à la limite, si on nous vendait Conte, oui, mais on n'aura jamais les garanties. On ne pourra jamais lui donner aucune garantie de recrutement. Il a fait que refuser le Real Madrid, il peut bien venir à l'OM. Mais donc, en fait, qui on va ramener? J'avais mis dans ma liste, moi. C'était comme José Anigo quand... Avec Titi, on fait des listes. Lui, il avait pris Conte. Moi, j'avais pris Conte. Lui, il a pris... Tu sais, c'est comme quand Jacques Kachkala devait racheter l'OM, Anigo, Djaouf le raconte, il avait fait un 11 qu'ils allaient recruter avec Tevez, que des tueurs, Rounet, je crois qu'il devait venir aussi. Puis finalement... Non, mais en fait, si je peux me permettre sur cette question, est-ce que finalement, je fais un petit parallèle? Pour moi, la situation de Garcia me rappelle un peu celle quand Amavi est toujours dans sa zone de confort et pas en concurrence. Là, c'est pas de la concurrence qu'on veut pour un entraîneur, mais c'est le danger. Peut-être que si juste Garcia se sentait en danger, il a quand même monté un état d'esprit l'année dernière avec un groupe qui était combatif. Peut-être qu'il pourrait, lui, retrouver de l'envie, de la hargne et ne plus être dans un discours de confort où si on est 5e, c'est mieux que 2e parce qu'on n'a pas l'euphorie à réfréner. Après, il a raison. Sur le match, tu prends qui si tu vires Garcia? De toute façon, aujourd'hui, tu ne peux pas virer un entraîneur si tu n'as pas un profil qui peut demain relancer la machine. Et tu n'as pas travaillé sur un profil, c'est sûr et certain, ces derniers mois. Par contre, moi, ce qui me gêne, juste pour appuyer hier, l'attitude de Garcia, premièrement, il s'en prend à ses joueurs. Mais pour moi, le premier fautif en tant qu'entraîneur, quand tu perds, c'est l'entraîneur. Je veux dire, ses choix hier, quand tu vois un Camara, moi j'ai la chance d'avoir un petit qui n'est pas trop mauvais au foot, mais qui ne serait jamais un joueur de couloir.
parce que c'est un joueur axial. Et Camara, hier, alors, il y a 2 jours dans la conférence de presse, on lui posait la question que Bouba Camara, c'était un bon petit, qu'il allait le refaire jouer. Mais là, qu'est-ce qu'on dit ce matin? On dit, ouais, Camara, à gauche, il a eu du mal. Mais bien sûr qu'il a eu du mal, c'est pas sa place. Donc après, il a refait rentrer Amavi, il a fait basculer Camara côté droit. Donc tu t'aperçois que le mec, il sait plus quoi faire. Moi, c'est ça qui me gêne. Il passe un schéma à 4, il passe en 3-5-2. Toutes les semaines, tu changes de plan tactique. À un moment donné, tu as des résultats quand tu as une assise et on va dire une équipe type, d'accord? Aujourd'hui, il est en permanence en train de changer. Alors, tout le monde crie sur Amavi, moi je suis d'accord avec lui, mais Amavi, jusqu'à preuve du contraire, tous les joueurs qui l'ont remplacé, ils y sont pas. Il faut être très clair aujourd'hui. Mais à part Sakai, il est correct. Mais tu vois ce que tu dis, c'est aussi complémentaire avec ce qu'a dit Adam. C'est que quelle est la force de Garcia? C'est d'insuffler un état d'esprit. C'est encore une fois, je reviens sur cette déclat qu'il a fait cet été. Mon job, c'est 70% de psychologie, 30% de tactique. C'est sa déclat, c'est lui. Donc en fait, là, psychologiquement, ça marche plus à l'Olympique de Marseille, on le voit, les mecs ils font qu'une mi-temps sur 2, ils le faisaient déjà un peu l'année dernière, mais c'était bien géré, tu vois. En fait, t'es sur un équilibre qui est très difficile à trouver. Après, t'as les cadres, donc les cadres, il faut qu'ils te poussent. Là, tes cadres, ils ont plus l'objectif Coupe du Monde, ils te poussent plus. Donc en fait, en effet, si on reste avec Garcia, de toute manière, il faut retrouver un espèce d'équilibre psychologique, parce que le surplus tactique, il te l'apporte pas, c'est clair, net. C'est pas son truc. Messieurs, on va s'arrêter là pour cette première partie de ce gros débat, en tout cas sur Provence Azur TV. Et VAR Azur TV. Et VAR Azur TV, tu fais bien de le préciser. Le débat continue par contre sur footballclubdemarseille.fr et sur YouTube. On vous dit à très bientôt sur Provence Azur TV, ça sera lundi. Ciao, ciao. Coupure ou pas? Non, c'est bon. 12, non. On était où là? On était sur la... Adam voulait prendre la parole sur le truc... là, j'avais dit la psychologie, tout ça, de Garcia. La psychologie, et c'est quand... Ça reprend du coup? Ouais, tu peux reprendre. Ouais. Si tu veux. Et notamment sur l'aspect tactique que tu soulevais, où vraiment, pour moi, là, on a un véritable plafond de verre avec Garcia qui, je pense, il ne pourra jamais le dépasser. C'est que, même dans ses analyses parfois, il y a un truc qui ne va pas. Quand on voit le match de la Lazio au retour, la Lazio n'avait pas besoin de prendre des risques pour gagner. Mais on a mieux joué sur les 2 matchs, selon lui. Mais voilà, mais c'est justement, pour moi, quand je voyais comment la Lazio jouait, on sentait que c'était voulu. Ils laissaient le ballon à Marseille, ils allaient jouer les contres parce qu'ils savent qu'ils sont solides et que Marseille se livre et défensivement, on a des trous cette année. Et l'analyse de Garcia, alors qu'il est tombé dans un piège et qu'il a entraîné en Italie, donc il devrait se rendre compte quand même du niveau tactique des Italiens, lui te dit non, mais on a eu plus de tirs cadrés. Non, mais moi, au-delà de ça, c'est la même analyse que Jean-Michel Aulas fait beaucoup lors des défaites. Je viens de dire Adam, mais moi, au-delà de ça, ce qui me gêne énormément dans la gestion de Garcia aujourd'hui, c'est les recrues. Quand tu vois toutes les recrues qui ont été, donc c'est lui quand même qui a validé les recrues, Kaletassar, Adonjic, Mitroglou, Germain. Je veux dire, aujourd'hui, Payet, puisqu'il était sur le banc hier, donc tu as un recrutement qui a coûté 100 millions d'euros, grosso modo, quand tu fais la somme de tous ces... plus que ça, Mourad, le chiffre exact, s'il te plaît, le juste prix. On est quand même à 150, entre 150 et 160 avec les... 160 millions d'euros déjà. Voilà, 160 millions d'euros, et sur 160 millions d'euros que tu avais hier donc, dans ton effectif, tu avais un seul joueur qui était... 2 seuls joueurs, parce que Mandanda, je ne compte pas, et Morgan Sanson. Mais les autres. Non, t'avais Strootman, Gustavo. Oui, non, t'en avais quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, excusez-moi, mais ce que je veux dire par là, oui, Strootman, mais on peut en parler par rapport à Gustavo. Strootman, aujourd'hui, hier, c'était encore 30 millions d'euros, la plus grosse en fait, c'est que. Transparent. Après, t'en avais pas mal des recrues sur le terrain, mais c'est qu'en effet, dans la globalité, t'as l'impression que le recrutement, il est fait a posteriori de la tactique. Mais encore une fois, moi, ce que je dis pas que c'est une pipe complète, Garcia, au niveau tactique, il faut pas dire ça, mais je pense qu'il est passé à autre chose, justement, depuis son passage à la Roma, ce qui est surprenant, parce que comme tu dis, en Italie, la tactique, c'est quand même quelque chose, mais il est passé à quelque chose d'autre qui est je fais la gestion humaine du groupe avant de faire la tactique. Donc la tactique, on est sur des minima, quoi. En fait, on est sur les minima sociaux de la tactique de Rudy Garcia. Et puis après, c'est par rapport à l'état d'esprit qui va insuffler là-dedans. Donc, alors, on parlait de mercato. Est-ce que c'est possible de continuer comme ça avec Garcia, de lui donner le carnet de chèques,
fais ce que tu veux, opportunité de marché. Dès que ça va plus être possible parce qu'il va plus y avoir d'argent de toute manière. Il va falloir quand même recruter, ça a été dit, Zubizarreta a annoncé qu'il fallait recruter au moins un arrière gauche, donc il va falloir continuer à recruter. Adam, qu'est-ce que tu penses voilà, il faut continuer dans cette Non, déjà je pense que c'était trop... En fait, j'ai envie de dire dans cette impasse. Parce que Garcia, finalement, on lui a donné le rôle un peu d'un manager à l'anglaise qui a même la main sur la finance quelque part, dans une certaine mesure. Et si ça marche, c'est très bien. Mais comme il s'est beaucoup planté, on ne peut plus continuer dans cette direction du tout. Parce que des fois, on a l'impression qu'il ne valide pas des profils que tout le monde valide à part lui. C'est quand même... Non, c'était le mercato d'été 2017. Hérault avait dit il faut valider toutes les cases. Non, attendez. Aujourd'hui, les profils qui ont été recrutés, je peux vous dire que Strootman, moi j'ai un ami intime, c'est le père de Mehdi Benassia, donc qui connaissait très très bien Rudy Garcia. Je peux vous dire que Strootman, à Rome, c'était le fils de Rudy Garcia. À Marseille aussi, c'est le sang. Donc je peux vous dire que ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui au niveau du recrutement, c'est Garcia qui le fait. C'est ce qu'il vient de dire. Non mais oui, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit aussi que Zubizarreta, il propose des noms, mais celui à la fin qui décide, c'est lui. Hein. Oui, et aujourd'hui, Caleta Sarr, je peux vous dire aujourd'hui. Moi, vous savez, je travaille pour les Jus de Fruits-Roches, on est embouteilleur de Red Bull, donc je connais bien le championnat autrichien et allemand. Mais Caleta Sarr, quand il est venu au Vélodrome, pour moi, c'était un boulet. C'était un pâteau. Et quand j'ai vu les arriver à 19 millions d'euros chez nous, j'ai dit, mais attends, non, mais il faut dire ce qui est. Ce mec-là, c'est pire que Karim Rekik. Il faut être clair et net. Non, mais on va attendre un petit peu aussi. Toujours dit qu'il n'est pas sur le terrain, donc c'est un peu difficile. Et puis quand il est une catastrophe. Non, là par exemple à Francfort, et c'est pas le plus nul. Après, il lui manque quelque chose, mais c'est un jeune joueur. Les jeunes joueurs, à part si t'as assez d'argent pour acheter des crânes. Quand le PSG achète Kerrer, il est tout pourri sur les premiers matchs, et là il devient très bon. Sa qualité de relance, il est pas mal. Mais il est lent. Après, il est lent. Est-ce qu'il faut lui retirer le carnet tchèque dès cet hiver s'il est invirable? Au moins il faut arriver à un autre mode de fonctionnement. Voilà, mais moi je pense vraiment qu'en fait Garcia il est capable de faire des bonnes choses quand il a un groupe et qu'il taille dedans. Quand tu vois ce qu'il a fait d'Ocampos, ce qu'il a fait de Bounassar, même si on n'est pas forcément d'accord, mais c'était des joueurs qui étaient en situation d'échec complet. Par contre, s'il choisit les joueurs, il a tendance à faire n'importe quoi. Il l'a fait dans d'autres clubs également. Et puis un autre truc aussi qui tu dis, on lui a donné la main sur les finances, et c'est vrai, et je pense qu'il fait aussi des erreurs. Il y avait un portrait de Grégory Schneider dans Libération de Garcia. Alors on pense qu'il veut quand il est dans l'équipe du dimanche. Moi, pour votre salubrité intellectuelle, je vous conseille de zapper. Mais par contre, il écrit des articles intéressants. Il avait écrit un portrait où il disait que Garcia, il était à mi-chemin entre ses joueurs et ses dirigeants. C'est-à-dire qu'ils disent ce que les dirigeants veulent entendre et disent ce que les joueurs veulent entendre. Donc du coup, il dit aux dirigeants, oui, on va gérer la masse salariale, machin, tout ça. Et puis aux joueurs, par contre, les joueurs qui risquent d'être inutiles, il leur dit, non mais reste, on sait jamais, tu vas jouer un jour, machin. Et au final, on se retrouve avec plein de boulets salariaux parce qu'on se focalise toujours sur les prix des transferts. Mais je veux dire, regarde ce que coûte Hubocan, Sertic, Abdenour, plein de mecs comme ça à qui Garcia n'a pas dit clairement, toi, c'est mort, tu vas pas jouer, il faut que tu trouves un autre club parce que Bochan, par exemple, il se dit ouais, mais tant que j'ai pas un remplaçant arrière-gauche, je le garde et qui va jamais jouer. Non, mais la question, Mourad, qui veut de ces joueurs aujourd'hui? Et Bochan, tu aurais pu lui trouver une porte de sortie, c'est certain. Il a une porte, il a une certaine cote en Russie. Ouais, mais il est allé en Turquie, à Trabzonspor. Attendez, il est parti, il a été prêté. S'il avait été si bon que ça, il le regardait. Il voulait le garder Trabzonspor, ils ont eu une interdiction de recrutement. Donc il a une cote en Russie, il a une cote en Turquie qui est pas pour jouer à Galatasaray ou Fenerbahçe, mais on pouvait si. Et puis après, tu travailles là-dessus. Et l'autre exemple, ok, on va dire Hubocan, machin, t'as pas les preuves de ce que t'avances. Rod Fanny, il avait des pistes, il voulait partir après la première saison de Garcia. C'est un vieux dossier, on va pas ressortir tout. Mais parce que c'est symptomatique. Garcia lui a dit, je compte sur toi pour encadrer les jeunes. Il a joué 0 minutes et ça a fini au prud'homme. Voilà. Pour terminer ce gros débat, j'aimerais vous entendre sur Jacques-Henri Hérault. C'est pas de la com, ça. Plus de son, plus d'images là. C'est vrai. Depuis un mois. Depuis un mois, depuis août, non? Plus de son, plus d'images. Si, non, il a donné des interviews, il a fait un petit peu. Est-ce que c'est problématique d'avoir un président qu'on n'entend pas? Alors moi, je vais te dire, moi je pense que Jacques-Henri Hérault a reprolongé Garcia, c'est ce que je disais tout à l'heure, et Macron, donc ils ont une confiance absolue en Garcia, jusqu'à que les supporters et les journalistes disent que ça ne peut plus durer. Donc après, c'est là où
où les prémices vont arriver. Mais je pense qu'il est surtout dans l'analyse et la réflexion, parce que je pense que c'est un garçon qui est très intelligent. Pour l'avoir rencontré et parlé avec lui, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Je pense qu'il se rend compte aussi, c'est qu'à mon avis, c'est qu'il a peut-être trop donné de pouvoir à Rudy Garcia. Donc je pense que maintenant, il va peut-être sûrement réapparaître avec le fameux PowerPoint, parce que disait tout à l'heure Mourad s'il retrouve son login et son mot de passe. Mais je pense que là, il est dans l'observation, il ne veut pas se mettre dans la vindicte populaire parce que tout le monde est en train de tirer sur Garcia. Donc si le président commence à s'y mettre, c'est donner le tapis rouge aux journalistes. Sans faire ça, mais il peut quand même s'exprimer sur... Je pense qu'il va faire un point en décembre. À mon avis, après les deux matchs... je pense qu'à la trêve, on va les entendre tous les deux. Mais et si on est sur le podium, qu'est-ce qu'on ne va pas entendre comme leçon Qu'est-ce que tu penses de cette absence de son et d'image, toi qui es là-dedans en plus, tu vois là-dessus, l'impression que j'ai, et c'est valable et pour Garcia et pour Hérault, c'est qu'en fait, ils font abstraction, pour moi, volontairement, de la pression qu'il y a à Marseille. Garcia, il panique jamais. Peu importe les résultats, il a 10 défaites, une défaite sur 2, tout va bien et il n'est pas euphorique, donc ça va. Et finalement, Hérault, c'est pareil, ils ne sont jamais dans le rush. Il te dira, Hérault, on verra en fin de saison. Le recrutement sera bon ou mauvais selon la place en fin de saison. Et je pense qu'en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas compris où ils étaient vraiment, en fait. Mais j'ai aussi l'impression que finalement, les supporters marseillais sont plus calmes que ce qu'on était avant. C'est vrai. Et ça compte. Est-ce qu'ils nous ont endormis finalement au fur et à mesure avec ces discours-là? Peut-être. Vous savez pourquoi aussi? C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement Paris Saint-Germain qui est tellement au-dessus, qui est stratosphérique par rapport à nous. C'est qu'on n'a plus, si vous voulez, aujourd'hui, je rejoins moi, la passion. Aujourd'hui, si tu regardes le championnat de France, tu dis, bon, Paris, ils vont finir encore champion. Donc, ça, c'est le problème de ne plus avoir d'objectif c'est ça. Vraiment. Donc, tu peux me dire que Marseille, parce en que. Ligue 1, en tout cas, tu as un objectif podium, quoi. Tu as un objectif d'entreprise. Tu as un objectif d'entreprise et de stats. C'est ça. Est-ce que, Mourad, tu veux conclure là-dessus, peut-être, sur. Non, je sais pas. Après, en effet, j'entends beaucoup de monde dire il faut qu'il s'exprime. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il apporterait au débat actuellement je suis plutôt d'accord avec Adam à la limite. Après, c'est une histoire de style aussi. Voilà, t'as des présidents qui s'expriment. T'en as qui s'expriment. Lui, il connaît rien au foot et il s'est entouré de. Enfin, il doit commencer à connaître, mais à la base, c'était. Enfin, il va dire oui, machin. Il s'est entouré de Garcia et Zubizarreta pour lui faire l'analyse footballistique. Pourquoi pas? C'est bien aussi de se dire voilà, moi, je prends des mecs qui sont dans le foot, j'ai pas cette prétention-là. Après, qu'est-ce qu'il apporterait s'il s'exprimait maintenant, en fait? Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il s'exprime. Par contre, en termes de décision, puisqu'il est en mode chef d'entreprise. Pour moi, dans cette position-là, tu te rends compte qu'au niveau sportif, même si tu t'y connais pas plus que ça va pas au niveau de l'entraîneur. Et c'est un bémol que je mets sur Zubizarreta aussi. Il n'arrive pas à se débarrasser des joueurs. Tu parlais tout à l'heure de tous les boulets financiers qu'il y a. Et ça, c'est un autre débat aussi. En tant que club, on est peut-être sur des salaires qui ne jouent pas à au moins 800 000 € par mois hors charge. C'est énorme. C'est énorme. Donc encore une fois, c'est vrai que moi je défends beaucoup Zubizarreta qui a des torts. Pour moi, son tort principal, c'est de ne pas s'imposer face à Garcia parce que clairement, il s'est fait bouffer par Garcia. Il s'est clairement fait bouffer par Garcia. Mais après, il y a des moments où il met du temps à réagir. On sait aussi qu'il est meilleur pour parler avec des gros agents ou des gros joueurs qu'avec des petits, pour refourguer un Ubochan à Osmanli Sport. Ça, c'est clair et net. Malgré tout, moi, je n'occulte pas le rôle de Garcia encore une fois. Doria, le premier mercato, il dit oui, mais je ne sais pas si on va le faire partir, il a encore du potentiel. En fait, le problème, c'est que personne ne se positionne clairement. En fait, Garcia, il s'est positionné par rapport à ce mercato en disant, de toute manière, le président me donne le cut final, donc je le prends. Zubizarreta, il se positionne en se disant bon, moi je suis un homme de compromis, je vais faire ce qu'on attend de moi et puis je ferai mes petits trucs de formation. Et Jacques-Henri Hérault, voilà, il est au milieu de ça et il se dit j'ai une organisation qui fonctionne. Ce que Jacques-Henri Hérault, c'est pas de là comme ça, va devoir quand même, quoi qu'il arrive, cet hiver, au mercato, prendre une décision et ça sera un pari quoi qu'il arrive. Soit tu paries sur je recrute, soit tu paries sur j'écarte l'entraîneur, soit tu paries sur je touche à rien et j'attends, le championnat est facile, j'attends qu'on finisse éventuellement sur le podium comme ça. Mais ça sera 3 paris différents à prendre. Moi je vous dis une chose, vous verrez, je pense qu'en janvier il y a 7-8 joueurs justement qui ne jouent pas, qui vont partir. Parce que
Je pense que Mourad l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est dans le Inch'Allah, hein. Mais franchement. on en reparlera. Quitte que l'OM fasse des prêts payants, qu'eux ils payent des salaires. Mais aujourd'hui, s'ils veulent demain matin de ces joueurs. Je crois que franchement, mais quel est l'intérêt si tu prêtes Certic, tu as disons à Caen et tu dis moi je prends le salaire. Parce qu'il faut qu'ils jouent. Non mais la moitié, il faut qu'ils jouent et puis c'est des joueurs. C'est pire, attends, si tu vois jouer Certic, t'as encore moins de chances de le vendre que si tu le vois pas jouer. Les mecs ils vont se rendre compte. Un effectif aujourd'hui, quand tu es directeur sportif et un président. Aujourd'hui, tu achètes des joueurs. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Mitroglou, parce que Mitroglou, tu as payé 17 millions, qui a eu la moitié des droits. 15 pour la moitié des droits. Parce qu'on n'a pas été champion ou en Ligue des Champions, mais quoi qu'il en soit, ce joueur-là, il va falloir qu'il le prête, parce que tu as investi beaucoup d'argent avec ce type, qui te coûte un salaire 380 000 ou 400 000 euros par mois. Et à un moment donné, s'il peut économiser 200 000 de salaire, il est impliqué à l'échauffement aussi, Mitroglou. Ça se voit qu'il est impliqué dans la vie du groupe. Moi, je vous dis que l'OM, je vous dis, et j'espère revenir à l'émission, on en reparlera. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait de toute façon. Oui, non, après vraiment, moi, capacité de le faire, ça c'est. Ils vont prendre à leur charge 3 quarts du salaire ou la moitié, mais ils vont être obligés, parce que c'est des joueurs, pour qu'ils aient une valeur demain matin, même, parce que l'OM va être en perte sur un investissement de 160 millions d'euros donc de transfert, tu disais. Quelles sont aujourd'hui la possibilité de revente aujourd'hui, mis à part à Thauvin, parce que si ça continue comme ça, Thauvin, tu vas le vendre, parce qu'il va bien falloir enfouler les caisses à un moment donné. Tu as peut-être, dans 2-3 ans, un Camara qui va coûter 25 ou 30 millions, mais aujourd'hui, l'actif de l'OM, je ne vois pas, et Sanson, voilà. Allez, messieurs. Mais juste un dernier petit truc parce que le danger aussi si t'es pas en Ligue des Champions l'an prochain, que tu continues sur ce rythme un peu tout pourri, c'est que même la valeur marchande de tes quelques actifs, elle va baisser grandement et on s'enflammait sur on va vendre Florian Thauvin 80 millions. Frédéric Hans a dit aussi maintenant, malheureusement, le boulot d'un entraîneur c'est de valoriser l'effectif et là l'effectif il est pas du tout valorisé. Messieurs, il n'y a qu'une histoire et c'est celle-là. On s'arrête là-dessus. C'est pas de la com, ça. Merci Adam. Merci Mourad, merci Ludo. On se retrouve pour un prochain débat foot Marseille. Hashtag lundi prochain. Après certainement une belle victoire hashtag à Saint-Etienne. Mourad y sera. Hashtag déplacement. Hashtag déplacement. Hashtag les gilets jaunes, laissez-moi y aller. Hashtag abonnez-vous à cette chaîne. Hashtag vous êtes très nombreux. Hashtag on vous remercie. Ciao ciao.